Il me semble avoir déjà vu toutes sortes de moulins à prière, ceux qui se tournent à la main, ceux qui se tournent avec le vent, et en voici un à présent qui tourne grâce à l'énergie hydraulique. Waouh! À chaque fois qu'il tourne, on peut lire les textes sacrés. D'après les croyances, tourner le moulin à prière est un moyen de diffuser les bienfaits spirituels et le bien-être. Il y a toutefois différentes façons de le faire. L'eau est aussi utilisée pour faire marcher le moulin à orge local qui permet de produire la nourriture de base, la tsamba. Une fois l'orge moulue en une farine très fine, elle est mélangée à un peu de thé, puis enroulée en petits paquets que l'on peut manger avec les mains. Cette céréale est aussi importante pour les Tibétains que le sont le riz et le pain pour nous. Les grandes montagnes, les profondes vallées et les basses températures rendent les transports particulièrement difficiles dans la région du Tibet. Sur le plateau, les gens chevauchent des yaks très agiles. Sur l'eau, ils se déplacent sur des embarcations fabriquées avec de la peau animale. Partout au Tibet, il y a ce que l'on pourrait appeler une forte culture du yak. Voici mon taxi qui arrive. Et regardez, il y a même une place spéciale pour moi. Ce sont ces modes de transports aquatiques traditionnels qui sont le plus utilisés par les Tibétains pour traverser des ruisseaux comme celui-ci, mais aussi de très très grandes rivières. Et il est difficile de croire qu'une chose fabriquée en bois et en peau de bovin, donc 100% naturelle, puisse supporter le poids de mon corps sur l'eau. On ne peut pas vraiment s'attacher là-dedans. Il faut donc bien s'accrocher et vivre la vie comme les Tibétains. De Linzhou, nous poursuivons notre route vers Lhasa, le cœur du Tibet, et depuis des siècles, la principale destination des pèlerins bouddhistes. Aujourd'hui encore, les gens se rendent ici en masse, à vélo, en voiture, ou même sur leurs mains et pieds. Le voyage peut durer des semaines, voire des mois. En tibétain, Lhasa signifie la terre des dieux. On y trouve des édifices atypiques, dont les plus célèbres sont le palais du Potala et le monastère de Jokang, tous deux situés au cœur de la vieille ville. Ici, l'influence de la religion est très forte, et chaque année, la ville s'anime à l'occasion du festival de Shoton. Je me suis levée à 3 heures ce matin afin de me tenir prête pour le festival. J'ai gravi la montagne pendant une demi-heure, et là, c'est mon tour d'acheter un ticket. L'une des principales activités du festival de Shoton est de visiter les peintures géantes de Bouddha exposées au-dessus du monastère de Drepung. Les gens débutent leur ascension de la montagne dès 2 heures du matin pour être les mieux placés et bénéficier ainsi de la plus belle vue.
从上港过来。 Oh, hello, my name's Vincent. I'm from Holland. 안녕하세요. 저는 한국에서 왔습니다. On habite à Tokyo, au Japon. On a commencé notre trip et puis on est arrivé là, voilà. Et puis les étoiles, c'est super beau. Je suis sûre que vous allez aimer ce festival. I will love to present people the culture, tradition, and then so as well, we will also love the Chinese people, and then just hoping that the world peace will come together. That's it. Thanks. Thank you so much. Yeah. Doucement, les premières lueurs du soleil éclairent l'horizon et la ville, dont l'histoire remonte à 1400 ans. Songtsan Gampo a déplacé sa capitale de Shannan à Lhasa au 7e siècle. D'après les archives historiques, il a spécialement construit la ville pour la princesse de la dynastie des Tang, qui l'épousa. Quant à elle, elle apporta avec elle une statue de Sakyamuni à Lhasa et le monastère de Jokang fut construit pour l'abriter. Le monastère devint le cœur de la ville. Aujourd'hui, il en est toujours le centre spirituel. Mais lorsqu'on se trouve près du monastère de Drepung, on est très vite enveloppé d'une fumée de bois de mûrier, et on peut entendre le son des cors et le récital des textes sacrés. Un groupe de plus d'une centaine de lamas hisse une toile de 30 mètres au sommet d'une plateforme. À l'origine, ce festival était purement religieux et les moines se retiraient pendant des semaines. Lorsqu'ils réapparaissaient, la coutume voulait que les habitants leur donnent du yaourt, d'où le nom du festival, Shoton, qui signifie yaourt. L'effigie géante de Sakyamuni, le fondateur du bouddhisme, est ainsi dévoilée. Pour les Tibétains, Sakyamuni est une figure centrale de leur religion. Ils lui offrent la hada, une étoffe de soie blanche, un symbole de pureté et de leur foi, et marchent autour de la montagne dans l'espoir d'être bénis. Cette peinture de Bouddha est exposée seulement une fois par an. Pour tous les Tibétains, ce moment est magique. Ils ne pourront jamais vraiment expliquer le lien qui les unit à ce festival. Il est tout simplement profondément ancré dans leur cœur. Dans l'après-midi, les festivités se déplacent vers Luobulinka. Les Tibétains sont d'une nature nomade et grégaire, et beaucoup de familles vont ainsi camper ici pendant quelques jours et profiter de ce retour aux sources. Ils discutent avec des amis, se régalent en mangeant du yaourt et assistent à l'opéra traditionnel. Pour eux, il est indispensable de vivre sous les tentes. Les Tibétains vivent de manière très différente. Dans le nord, où l'altitude est très haute, il n'y a pas d'arbres et les peuples nomades vivent donc sous les tentes. Dans les communautés paysannes, ils vivent dans des maisons en briques de boue. Dans le sud-est du Tibet, où les forêts sont abondantes, ils vivent dans des maisons en bois. Et à Lhasa, les gens vivent dans des maisons modernes. C'est très consistant. C'est du thé au beurre de yak. Et vous savez, il fait partie intégrante de tous les rassemblements et également des réunions familiales, je suppose. Ces vacances spéciales peuvent s'apparenter à Thanksgiving lorsque toutes les familles se rassemblent. Les membres de cette famille se rassemblent ici tous les ans et ils font cela depuis maintenant 8 ans.
Je suppose que c'est un excellent moyen de faire la fête. Les familles entonnent des chansons qui racontent leur histoire. À l'occasion du festival, les Tibétains endossent leurs plus beaux vêtements et se rassemblent pour assister à une représentation d'opéra tibétain basée sur les enseignements du bouddhisme et l'histoire du Tibet. L'opéra occupe une place très importante dans la culture tibétaine, si bien que le festival de Choton est également appelé Festival de l'opéra tibétain. Les représentations durent environ une semaine pendant les vacances. L'opéra tibétain remonte à 1400 ans, presque aux origines de la civilisation tibétaine. C'est un mélange de danse, de chant, de musique et de masques. Regardez, ils jouent en ce moment même. Ils sont tous déguisés et ils portent des masques. Si je ne me trompe pas, car je ne comprends pas vraiment ce qu'ils disent, il me semble qu'ils mettent en scène une de leurs anciennes légendes ou histoires. Pour un étranger, le Tibet peut paraître énigmatique et très lointain. Pour autant, ses mystères et sa beauté laissent une impression indélébile à tous ceux qui osent venir eux-mêmes le découvrir. Et voilà pour cet épisode. C'était le Tibet, là où se marient modernité et tradition, passé et présent, là où vit la minorité tibétaine et là où se rendent des visiteurs du monde entier. J'espère vous retrouver très prochainement pour une autre émission spéciale. À bientôt!